Alors, on est ravis de vous retrouver pour cette dernière conférence de la journée. Même si vous n'êtes pas bien nombreux, ça n'est pas grave. On va essayer de faire une très belle conférence sur cette question, le voyage, c'était mieux avant. C'est la question posée par ce livre, paru en juin dernier aux éditions L'Harmattan. Ce livre a été écrit par Josette Sixic, qui est avec nous, et Pierre Josse. Josette est rédactrice en chef de Futuroscopie by Tourmag, et Pierre Josse, qui a pendant 40 ans écumé et décrit le monde pour le guide du routard. Alors, le voyage était-il mieux avant? La question est passionnante et tombe à pic parce qu'elle s'inscrit finalement dans un climat général d'un retour en force de la nostalgie, d'un monde fantasmé des années 60, 70, 80, des années d'insouciance, des années heureuses, de la croissance économique, de l'espoir d'une vie meilleure. Il y a évidemment du vrai dans cette nostalgie. La mondialisation n'avait pas encore produit ses effets délétères, comme la désindustrialisation et le chômage qui va avec. La brutalisation des rapports humains attisés par les réseaux sociaux n'existait pas encore. Le réchauffement climatique, pourtant déjà à l'œuvre, était encore bien loin des préoccupations. Mais on a aussi une fâcheuse tendance à oublier un peu vite les drames et les malheurs de ces années-là, pourtant bien réels. En réalité, c'était mieux avant, surtout parce qu'on était jeunes dans ces années-là. Je ne veux pas faire évidemment de psychologie de comptoir, mais le temps qui passe est souvent le moteur de cette nostalgie. Alors, on va parler ensemble, discuter ensemble pendant une quarantaine de minutes avec Josette et Pierre. Pourquoi déjà avez-vous écrit ce livre intitulé « Voyage, c'était mieux avant » Josette? Alors, c'est comme ça qu'on fait, je parle Oui, c'est comme ça qu'on d'accord. fait, exactement. Et les trucs bleus, je m'en sers pas. Voilà. Bon. Donc, en fait, moi, je suis journaliste depuis très longtemps et j'ai fait la route aussi, comme on dit, dans les années 70 hein, plutôt, n'exagérons pas. J'en parlais souvent de tous ces voyages que j'avais faits, en particulier avec mes enfants, qui me disaient « mais c'était génial, à ton époque, vous alliez en Inde, des fleurs dans les cheveux, des bracelets aux pieds, etc. » Et je voulais leur dire que c'était pas si génial que ça. Donc je me suis dit, je vais la réécrire un petit peu certains de ces grands voyages. Et puis en écrivant, je me suis rendu compte que comme j'étais journaliste spécialisée sur les évolutions du secteur touristique, que ça serait bien de raconter l'histoire du tourisme dans les différents pays qu'on a visités. Donc l'Inde, le Mexique, la Grèce, etc. Et après d'essayer de démontrer que c'était peut-être mieux avant, mais c'était peut-être pas toujours mieux avant. Et voilà, donc c'est un combiné d'histoires personnelles, de théories sur le développement touristique. Et après, c'est notre avis que je cherche à partager, d'ailleurs, qu'on cherche à partager avec vous. Exactement, on va en parler. Pierre, pourquoi avoir écrit ce livre? Alors, normalement, il n'y a rien sur quoi appuyer. Normalement, ça fonctionne. Alors, voilà. Alors je pense que on est arrivé à un moment un peu historique. C'est-à-dire, il y a eu ces épouvantables années Covid, avec un effondrement du tourisme mondial, et puis des nouveaux phénomènes, disons, économiques, politiques, qui interviennent, comme des manifestations, par exemple, à Barcelone et à Dubrovnik, contre Airbnb, contre le tourisme, le surtourisme, etc. Et je me suis dit, tiens, c'est le moment de faire un petit bilan, ou alors de contribuer, par ma maigre science et expérience, de contribuer à un débat sur où est-ce qu'on en est à l'heure actuelle du tourisme international, au moment de la mondialisation et au moment de tous ces problèmes nouveaux, puisque pratiquement Le Monde fait un article sur le sujet pratiquement de façon quotidienne. Et donc j'ai eu l'idée de mélanger mon rapport personnel, mon expérience par rapport à un certain nombre de pays que j'ai visités 4, 5, 6 fois en 40 ans, et de montrer l'évolution
du tourisme dans ces pays-là et le rapport que les gens ont entretenu avec ce tourisme. Et donc, il y a des évolutions qui sont franchement négatives, d'autres qui sont un peu moins, et puis d'autres qui sont positives. Il y a des pays qui ont pris à bras-le-corps, en amont, un certain nombre de problèmes qui se posent maintenant à d'autres. Donc voilà. Et en y introduisant beaucoup d'affect, en introduisant beaucoup de subjectivité, et puis surtout, j'ai pas voulu participer au tourisme bashing. C'est très à la mode à l'heure actuelle. C'est quand même une des plus belles inventions du monde avec le cinéma. On dénigre trop le tourisme aujourd'hui? Oui, moi, mon propos, bon, et surtout depuis que j'écris en presse professionnelle, c'est de débusquer justement les mauvaises tendances qui font que finalement le tourisme aujourd'hui est devenu le secteur à abattre. Et ça, c'est dramatique, quoi, hein, qu'on vous parle, que la presse aujourd'hui ne parle que de surtourisme, c'est absolument effrayant. Quand c'est pas le surtourisme, c'est la dégradation de l'environnement. Et justement, on voulait surtout pas faire un pamphlet de plus, parce que alors les éditeurs raffolent de ça. Hein. Si on avait voulu faire un pamphlet sur le tourisme apocalyptique, la dégradation des océans, des machins par la faute de ces touristes, on n'avait aucun problème pour être publié. Mais comme on a voulu faire autre chose, évidemment, ça a été un petit peu plus dur, parce que c'était nos valeurs. Mais oui, complètement contre le tourisme bashing. Je veux juste redire un mot là-dessus. J'ai l'habitude de rappeler que quand je suis née, il y avait 2,5 milliards d'habitants sur la planète, qu'il y en a 8 milliards aujourd'hui et qu'il y en aura 10 milliards demain. Alors comment voulez-vous qu'avec de telles augmentations démographiques, il n'y ait pas plus de touristes? Et quand les classes moyennes se développent, chaque fois que la classe moyenne se développe dans un pays, les départs en vacances progressent, et tant mieux. Donc bien évidemment, on est beaucoup sur cette planète. Faut le prendre en compte, hein, et puis voilà, supporter nos petits camarades. Mais on n'en parle plus maintenant, hein, le surtourisme, c'est fini. On a dit ce qu'on avait à dire. Oui, ça va revenir, ça va sans doute revenir. Josette, avant de reparler avec Pierre, Josette, c'était quand même pas mieux avant, on voyageait plus lentement, il n'y avait pas de low cost, il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas de réseaux sociaux, c'était quand même plus sympa ça, non? Ben, c'est justement tout ça qu'on a évoqué à travers différents pays, mais on n'a pas voulu justement organiser notre bouquin comme ça. C'était trop facile, on aurait dit Internet, la démographie, les réseaux sociaux, les machins, l'environnement, les avions et tout. Non, c'est justement un petit peu l'inverse qu'on a voulu faire, parce que pour moi, le voyage reste une très belle idée, que tout le monde en profite, c'est formidable, et c'est quand même un peu ça qui ramènera la paix dans le monde, sans être trop optimiste. Ça en fait partie. Pierre, vous nous disiez, moi j'ai écrit ce livre pour essayer justement de montrer les évolutions de chacun des pays que j'ai visités. Quels sont pour vous les 2-3 pays qui ont le plus changé par rapport à votre premier voyage? Alors, je citerai Cuba. Je citerai Cuba. Je citerai un pays que j'adore et je crois que dans une vie antérieure, j'ai été irlandais, c'est l'Irlande. Et puis, je citerai la Chine. Voilà, des pays suffisamment différents, l'un Caraïbe, l'autre européen et l'autre asiatique. Voilà. Alors Cuba, ça veut dire que vous y êtes allé sous Castro? Alors j'y ai été comme travailleur dans une coopérative agricole en 68 pour soutenir la révolution cubaine. Donc vous êtes un enfant de 68? Voilà, je suis un enfant de 68 et à l'époque j'étais un soutien de Cuba, de la révolution, et j'ai travaillé pendant 2 mois dans une coopérative agricole, bénévolement évidemment. Et donc, lorsqu'on a fait le premier guide du routard Cuba, c'est moi qui ai été privilégié pour y aller. Et à l'époque, tout était brut de forme. C'est-à-dire que je retrouvais à peu près la même chose que ce que j'avais connu, les conditions de voyage rustiques, les guaguas, les fameux bus où il fallait ouvrir le parapluie pour ne pas subir la flotte qui passait à travers le toit. Les pénuries, etc. Bien. Et puis j'ai pu constater que l'intelligence, le côté bricoleur,
le côté imaginatif du peuple cubain faisait que le pays évoluait dans un sens du tourisme intéressant. C'est-à-dire, c'était le phénomène des paladars, à savoir les restaurants chez l'habitant, et les casas particulars, qui étaient la chambre chez l'habitant, mais qui n'étaient pas cette espèce de société qui gère tous les bed and breakfast du monde. Non, c'était permettre à des familles de rencontrer, d'échanger, etc. Et donc j'ai vu progressivement le peuple cubain s'emparer de cela, et malheureusement, ça échouait, parce qu'il y avait les tergiversations. Bon, les changements de politique touristique du pouvoir qui réprimait, qui rouvrait, qui réprimait, et donc une déstabilisation de l'ordre touristique. Et donc j'ai montré comment c'était difficile, et en plus sous embargo américain, donc très difficile de se développer économiquement. Dans le cas de la Chine, j'ai connu la Chine la plus rustique du monde, c'est-à-dire pas de guichet pour les Européens dans les gares et stations de bus, aucune personne qui parlait anglais, etc., etc. Et là, eux, ils ont compris que c'était un instrument de soft power important, donc ils ont développé dans le sens de l'accueil, et ils ont fait des choses formidables. Bon, mais malheureusement, ils vont trop loin. C'est-à-dire qu'il y a une ville qui s'appelle Pinyao, par exemple, qui est la plus belle ville moyenne de Chine. Eh bien, Pinyao, il faut s'imaginer, c'est 90% du bâti, c'est 17e, 18e siècle. Les plus beaux palais sont transformés en hôtels. Ça fait 1,5 km sur 1,5 km. Donc c'est l'empire de la promenade à pied. J'y suis retourné il y a quelques années. Ça a été l'horreur. Pourquoi ? Parce que pour soi-disant faciliter les trajets des piétons, on leur met à disposition des petites voiturettes, genre Golf. Et donc, il y a dans ces ruelles qui sont pathétiques, qui sont émouvantes et tout, il y a des embouteillages de voiturettes de Golf. Donc, bonjour le rêve, bonjour l'imagination. Et, bon, et donc... Oui, pareil dans beaucoup d'endroits. Hein. Tu parles de la Chine, on peut parler de la Grèce, ne serait-ce que Mykonos. Moi, j'ai connu Mykonos il y a 50 ans, il y avait presque personne. C'était le début du tourisme gay. Oui, mais là, tu vas nous faire rêver, là. Tu vois, tu dis toi-même, il n'y avait personne. Non, mais j'ai dit qu'effectivement, si on se base uniquement sur le fait qu'il y avait du monde ou qu'il n'y en avait pas, on va pratiquement tous les pays devoir les citer. C'est toujours mieux quand il y a moins de monde. Oui. Donc là, on est sur quasiment tous les pays. Dans ce qui est dramatique, François Xavier, pardon, ou FX. Non, ce qui est dramatique, c'est que par appât de gain, pour un profit immédiat, ils détruisent les raisons pour lesquelles on vient. Et ça, c'est pathétique. C'est l'exemple d'Amorgos. Il y a eu un grand article dans Le Monde il n'y a pas longtemps, Amorgos, où on a tourné le Grand Bleu, et qui jusqu'à maintenant était une des plus belles villes de Cyclades. Ils veulent agrandir le port pour accueillir des paquebots de croisière de 7 étages. Mais là, c'est la révolte. J'espère que le maire ne va pas gagner. Mais enfin, il va dire ça, c'est symptomatique de cette tendance à l'heure actuelle. Est-ce que tu es retourné à Cuba, donc régulièrement? Oui. Est-ce que tu y es retourné il n'y a pas très longtemps? Et est-ce que tu ne te dis pas, sans jugement de valeur politique, hein, c'est pas le sujet, mais c'est de se dire finalement quand même, la première fois que j'ai découvert Cuba, il y avait quand même plus d'authenticité, c'était quand même pour le voyageur que j'étais une plus belle découverte. Est-ce que tu ne te dis pas ça quand même? Si, toujours. Et oui, tu es quand même dans ce regret-là quand même, malgré tout. Tout à fait, mais j'ai conscience, je ne juge pas, j'ai conscience que la terrible crise économique, la pression de l'embargo, la détresse du peuple cubain, comment voilà, comment. Exactement. Voilà. Mais ça n'empêche pas de garder le sens de la musique, le sens des relations sociales, le sens du collectif. Il y a toujours une raison d'espérer dans cette foi que le peuple cubain a dans sa culture. Et ça, je le soutiens. Voilà. Tu disais que tu avais vu donc des pays évoluer un peu négativement dans leur approche du tourisme. Est-ce que tu as, à l'inverse, des exemples de pays qui auraient
qui aurait choisi un modèle de développement touristique justement assez positif, assez vertueux par rapport à ce que tu as connu il y a 40-50 ans. Voilà. Il y a des pays qui se foutaient complètement du tourisme. Donc il y avait un office du tourisme bidon, avec quelques prospectus mal foutus. Bon. Et il y a des pays qui ont pensé le tourisme en termes de comment, entre guillemets, vendre de façon intelligente, sensible, le pays sans perdre son âme. Et il y a un exemple, c'est l'Irlande. Oui. Moi, je suis leur campagne publicitaire depuis le début. Il y a eu une campagne dans les années 80 que je trouvais extraordinaire. Ils s'appuyaient sur les clichés traditionnels sur les Irlandais, ils les détournaient de façon humoristique. Oui, je me souviens très bien. Et en cela, ils montraient le sens de l'autorisation, comment dirais-je, de l'autodérision des Irlandais. Juste un exemple. On voyait une route qui serpentait de façon complètement improbable. Et le gros titre, c'était « Nos routes n'ont pas été créées par des ingénieurs ». Ou bien on voyait deux paysans avec des vestes élimées, la casquette et tout, et en plein débat, BHL, Glucksmann, etc., sur les nouveaux philosophes, venez voir nos nouveaux philosophes. Voilà. Et donc, ils ont toujours adapté leur propagande touristique sur la réalité, sur leur culture, sur les choses les plus belles. Et ça, bravo. Bravo. Et du coup, alors ils ont connu une toute petite période qu'on appelait le tigre celtique. Voilà. Où effectivement, ils se sont crus les rois du pétrole. Ils ont accueilli Google et compagnie. Ils sont revenus de loin. Les banques ont fait faillite, ils sont tombés et ils ont retrouvé leur naturel. Mais ils ne l'avaient jamais en fait perdu. Les gens avec qui je parlais, ils disaient mais ça profite à une poignée de promoteurs immobiliers, de gens liés à ces industries. Mais nous, le peuple, on n'a pas vu les profits du tigre celtique. Donc voilà un peuple qui accueille quand même 600 000 Français l'année dernière, pour 5 millions d'habitants. Eh bien, il n'y a pas de réaction sur tourisme, il n'y a pas de réaction négative. On ne va pas tirer avec des pistolets à eau sur les touristes comme à Barcelone qui mangent aux terrasses des restaurants. Donc là, vraiment, voilà un exemple très positif. Donc toi, tu as 3 exemples, Cuba, la Chine, l'Irlande, Josette. Si par rapport à tes souvenirs de voyage, toi, tu citerais quoi comme pays qui ont changé de façon remarquable dans cette approche touristique? Alors moi, je parlerai de l'Amérique latine. Évidemment, ça a été un mythe, l'Amérique latine, surtout pour nos générations. C'était quand même la musique. Pour les enfants de 68, c'était pour les forcément. Enfants voilà. Donc c'était Pérou, Bolivie, Argentine, Brésil. On avait tous envie d'y aller. C'était très compliqué d'y aller à l'époque. Il n'y avait pas de billets d'avion direct. C'était hors de prix. Il faut quand même se souvenir de tout ça. Si on doit citer les inconvénients, il y en avait énormément. On n'avait pas de carte bleue, on n'avait pas de téléphone portable, on n'avait pas d'assurance pour se faire soigner quand on était malade. Et moi, j'ai souvent été malade en voyage. Tu voyageais toute seule en Amérique latine? J'avais pas Europe Assistance. Oui, je voyageais toute seule en Amérique latine à l'époque? Ah oui, je voyageais toute seule. Parce qu'attends, il n'y avait que des dictatures là-bas, quasiment. Alors voilà, et ce que je veux dire, c'est que on allait dans ces pays en croyant que c'était merveilleux. Et n'empêche que c'était tous des dictatures. Alors, je cite toujours le fait que je suis arrivée à Buenos Aires, il y avait le coup d'État de Videla en 1975, donc les chars, le couvre-feu, l'angoisse, les généraux argentins qui arrivaient. Donc voilà, on nous a dit, si vous voulez être tranquille, allez au Chili. Le Chili, pour qui connaissait un peu d'histoire, c'était quand même pas très sympathique. C'était Pinochet, notre ami. Puisqu'il y avait notre ami, il y avait Pinochet. Mais finalement, ça c'était un peu calmé, mais c'était quand même une dictature. Après, on retournait au Brésil, c'était les escadrons de la mort. C'était encore plus violent, si on peut l'être, que les deux autres. Donc aujourd'hui, tous ces pays-là sont relativement démocratique. Donc on n'a plus ce climat de violence, on n'a plus ce danger permanent. Je crois que la capitale la plus triste du monde, c'était pour moi Asunción, au Paraguay. Mais c'était terrible, la tristesse des gens, la peur qui régnait
partout. Là, on n'emmenait pas large quand on se promenait le soir. Donc ça, pour moi, ce sont des pays qui ont bien évolué, puisque aujourd'hui, grâce à une politique, un changement politique, ils ont pu développer un autre type de tourisme. Et comme ils bénéficient de l'expérience de toutes les autres destinations avant eux, ils ne répètent pas les mêmes erreurs. Oui. Donc, et en particulier au niveau environnemental, c'est quand même des destinations qui essayent de modérer leur développement, d'éviter les nuisances, etc. Donc moi, je parlerai de ces pays. Évidemment, il y en a d'autres. Il y a Londres, qu'on a évoqué. On vous dit toujours Londres aujourd'hui, c'est génial. J'étais en désaccord avec toi. Oui, mais bon. C'est quoi votre désaccord sur Londres? Moi, j'ai vécu à Londres. Elle pleurait sur le fog. Non, je pleure pas sur le fog. Je dis qu'avant, c'était pas forcément mieux Londres. Parce que Londres, c'était le fog, justement, les magasins fermés à 5 heures, les pubs fermés à 10 heures du soir, les pas de terrasse de café pour nous qui venions du sud. Oui, c'était pas le swinging London. Ça commençait. Ça commençait à peine. Donc c'était pas si rigolo, il fallait mettre des shillings pour se chauffer dans les appartements, on crevait de froid dans ce pays, il fallait qu'on vienne avec des bateaux, des ferries, on avait le mal de mer, enfin c'était épouvantable. Donc voilà, pour moi c'est une destination qui n'était pas si géniale et qui l'est beaucoup plus aujourd'hui. Elle a le temps de changer encore, parce que... Il y a la suite, il y a le next. En tout cas, tu dis qu'elle a évolué positivement. Pierre, tu n'es pas d'accord là-dessus? Non, alors moi j'ai connu Londres, j'ai connu un Londres politique. Donc si tu veux, j'avais pas cet aspect négatif des conditions matérielles, parce que j'étais impliqué dans le soutien à la lutte du peuple irlandais. Donc là, j'avais tout un réseau de solidarité, de meetings, de rencontres, d'une richesse extraordinaire. Donc effectivement, je ne dédaigne pas et je ne méprise pas les raisons de... Et d'ailleurs, son système de défense était excellent. Mais moi, c'était Je rajouterai les grèves des mineurs, l'électricité coupée. La fameuse grève des années 70 avec Thatcher. Voilà, et l'électricité coupée dans des villes entières, qui étaient Manchester, Liverpool et autres. Ce que j'expliquais souvent, c'est que l'aspect politique, social d'un pays, il ne faut pas le négliger. C'est-à-dire que ça apporte aussi toute une forme de rapport extrêmement riche avec les habitants lorsqu'on essaye de comprendre ce qu'ils vivent. Bien sûr. Et les revendications pour plus de dignité, pour l'indépendance, etc. Moi, par exemple, j'ai eu la chance d'aller en Birmanie en 1990 lorsque Aung San Suu Kyi était internée dans sa propre ville. Ah oui. Et donc, j'apprends alors la junte, on n'a jamais compris pourquoi, mais bon... autorisé Aung San Suu Kyi de parler à la foule de 16h à 16h30 depuis le portail de sa villa. J'apprends ça, j'y vais. C'est un des plus beaux moments de ma vie. J'ai encore les poils qui se hérissent aujourd'hui. J'étais devant la porte, elle postillonnait sur moi, elle était d'une beauté extraordinaire, irradiante. Et il y avait 5000 personnes, toutes classes confondues. Et du coup, dans mon guide... j'ai dit, si jamais l'année prochaine elle continue, ne manquez pas cet événement. C'est aussi beau que la pagode Choueradong. Vous voyez, donc voilà, il faut jouer sur tous les terrains. Oui. Au final... Surtout le terrain politique, c'est quand même celui-là qui est important, c'est ce que Pierre vient de dire. S'il y a eu la volonté dans un pays de développer le tourisme et de bien le développer, il a fait les choses correctement. S'il n'y connaissait rien, il voulait simplement... Ça a été l'erreur de l'Espagne, à un moment donné, qu'elle paye cher. Franco, c'était le tourisme à tout va, c'était l'immobilier à tout va, c'était aucun plan d'urbanisme. On construisait, alors que nous, on construisait la Grande Motte, le Cap d'Agde, les stations de la Mission Racine, proprement avec un vrai urbanisme. En Espagne, c'était n'importe quoi. Donc on s'est retrouvé avec des tours de Benidorm, des Torremolinos, etc. Et toujours cette course aux touristes de plus. Ensuite, on a voulu faire marche arrière. C'est pas évident de faire marche arrière quand vous avez des millions d'emplois qui ont été créés par le tourisme. Donc pour moi, c'est extrêmement important de regarder évidemment
cet aspect-là. Hein. Josette, tu parles de l'effet positif que certains pays en Amérique latine ont pu connaître. À l'inverse, on voit le continent africain, où là, ça devient de plus en plus difficile de voyager, où les tensions religieuses, le terrorisme religieux est en train de contaminer beaucoup de pays où on ne peut plus se rendre. Et ça c'est un vrai drame, ça. Je dis juste 2 mots là-dessus. C'est l'autre drame du tourisme, c'est le terrorisme. Oui. Donc ça, effectivement, ça existait hein, autrefois, mais pas à la main d'échelle. Et là, effectivement, Pierre peut parler de l'Afrique. Oui. C'est terrible. Pour moi, je le dis sans pathos, c'est un crève-cœur. C'est-à-dire, grâce à un homme extraordinaire qui s'appelait Maurice Freund, qui avait créé le Point de Mulhouse, grâce à un homme extraordinaire qui s'appelait Lalo Caballero, qui avait inventé Uniclam. Uniclam avait ouvert sur Banjul. Et Freund avait ouvert sur Ouagadougou, avec le Point de Mulhouse. Ça a permis à des dizaines, voire des centaines de milliers de jeunes, désargentés, mais désireux de découvrir l'Afrique, de l'aborder, parce qu'il n'y avait que les grandes compagnies aériennes qui étaient hors de prix qui permettaient d'y aller. Bien. Et j'avoue que j'ai fait parmi mes plus beaux voyages, que ce soit au Mali, au Burkina ou au Niger. Bien. Et donc, le crève-cœur, c'est quoi? C'est qu'avec le terrorisme, eh bien, non seulement on ne peut pas y aller, c'est-à-dire que, du coup, le monde se rétrécit de façon dramatique, on ne peut plus y aller, mais on détruit la vie sociale, on détruit la société ancienne, on détruit des cultures, on se massacre. Alors que les Peuls et les Dogons s'entendaient bien avec les Bozos. Le Peul vendait du lait aux Bozos, le Bozo vendait du poisson, le Dogon vendait des oignons aux Peuls, etc. Il y avait une véritable osmose avec des tensions. Je ne veux pas sombrer dans l'angélisme. Tout ça, ça disparaît. Quand les Peuls interviennent chez les Dogons, c'est 100 morts. Quand les Dogons interviennent chez les Peuls, c'est 100 morts. Enfin, c'est l'horreur absolue. Et c'est une société qu'on ne retrouvera plus jamais. Oui, c'est ça. Voilà. Alors, mon grand défaut, effectivement, c'est de l'avoir connu et d'oser comparer. Oui. Si vous aviez un grand souvenir de voyage, c'est une question terrible, ça, parce que, évidemment, vous en avez plein, j'imagine. Mais si vous aviez un grand souvenir de voyage à nous raconter, ce serait lequel pour vous? Votre plus grand souvenir de voyage? Bon, moi, je crois que c'est l'Afghanistan. Ah, oui. J'ai eu la chance, et Pierre, tu en es jaloux, de connaître l'Afghanistan en revenant d'Inde, qui était un pays. Kaboul était une ville extraordinaire. On fumait du hache, on s'achetait des bijoux, des fourrures à 3 sous. Il y avait des petits hôtels absolument délicieux. On était chez nous. C'était le seul moment où il y a eu une démocratie en Afghanistan. Et puis voilà quoi, mais puis tout ça, ça ne reviendra plus. C'est encore pire qu'on pouvait imaginer que ça deviendrait quoi. Donc et puis ces routes merveilleuses d'Afghanistan. Mais bon, j'avais quand même eu affaire à j'ai failli quand même ne pas revenir d'Afghanistan parce qu'il y avait quand même la violence aussi. Et j'avais été agressée par un Afghan qui, en face des Bouddhas de Bamiyan. Ah, donc, les fameux. Voilà, donc c'est pour dire que bon, il y avait des choses qui étaient géniales, il y avait quand même aussi des choses qui l'étaient beaucoup moins. Et c'est un peu la conclusion quoi, de notre livre, c'est qu'il faut prendre pays par pays, analyser pays par pays ce qui s'est développé et ensuite émettre un avis, sachant que le monde change tous les jours et que l'avis positif d'aujourd'hui peut devenir un avis négatif demain et le contraire. Bien sûr. Alors, mon souvenir le plus tellurique, là c'était un tsunami, ça a été de découvrir le candomblé au Brésil. Oui. Alors le candomblé, c'est le nom brésilien pour le vaudou. Haïtien, c'est la santeria cubaine, et ça s'appelle le candomblé à Salvador, mais ça s'appelle le Shango à Recife, et l'Ubanda à Rio et à Sao Paulo. Alors il y a des nuances, hein, c'est la façon intelligente que les esclaves ont utilisée pour continuer à croire en leurs dieux, les orishas,
et qui étaient des dieux de la nature, c'est-à-dire le tonnerre, l'eau, le feu. Et derrière les saints chrétiens, ils mettaient leur orisha. Et donc, ils ont continué à pratiquer leur culte, qui était interdit, évidemment, comme la capoeira, qui est une espèce de lutte avec des bâtons, qui était une façon de s'entraîner aussi pour la guerre, bien. Et donc, on m'avait dit, tu ne comprendras jamais le Brésil si tu ne vas pas voir le candomblé ou l'Ubanda. Et un soir à Recife, j'ai traversé je ne sais pas combien de favelas, j'ai pris des bus et tout, pour aller à un toqué. Alors le toqué, c'est une cérémonie publique. Et je me suis retrouvé avec 300 personnes dans une espèce de garage, en hangar, et tout était jaune, tout était d'or, c'était brillant, et c'était un 16 juillet, la déesse des eaux douces, et en même temps Nuestra Señora des Carmel, la sainte catholique. Et là, j'ai passé une nuit extraordinaire à comprendre le rapport que les gens entretenaient avec cette religion, avec ces rituels, avec... mais j'en ai encore aujourd'hui le cœur qui bat, je veux dire, ça en frissonne. Et j'ai failli être initié. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y avait une quarantaine de personnes qui tournaient en transe. La jeune fille, prof de philo, qui était à côté de moi, qui m'expliquait tous les rituels, etc., jusqu'à 2 h du matin, elle a les yeux blancs, elle part rejoindre la ronde. Et elle me laisse seul, orphelin. Et tout à coup, je suffoquais, j'ai dû perdre 2 litres d'eau. Et un dernier moment de putain de Descartes que j'ai haï ce soir-là, cartésianisme, j'ai dit, pas moi, pas un blanc, pas un européen. Un dernier sursaut. Un dernier sursaut, j'ai résisté. Et j'ai rencontré le Pai de Santo le lendemain. Je lui dis, mais un Européen qui assiste à ce genre de situation, est-ce qu'il peut être appelé également à rentrer en transe? Il me dit, mais c'est évident, l'orisha qui se promène, il voit une structure vide, ils sont fous qu'il soit blanc, noir ou jaune. Il toque à la porte. Vous avez dit non, bah tant pis, ça ne se représentera plus jamais. J'ai fait une dizaine de cérémonies. À aucun moment n'est venu me ressolliciter. Bah, je garde ça comme un souvenir extraordinaire d'une rencontre avec une culture. Et je finis là-dessus. Et ce qui est triste, c'est que la victoire des églises évangéliques, non seulement aux États-Unis, mais également au Brésil, et bien à l'heure actuelle, le candomblé est la cible raciste, parce qu'elle est pratiquée surtout par des Noirs, mais ils avaient gagné des Blancs. Cible raciste des évangéliques en disant c'est une religion préventive, les gens sont inquiétés, on balance des pierres dans les églises du candomblé, etc. Et c'est récent, ça fait depuis juste quelques années. Et ça me meurtrit beaucoup. Alors là, on était dans le tourisme expérientiel tel qu'on en parle aujourd'hui, finalement. Hein. C'est vraiment ça. Ce mot que je déteste. Oui, c'est terrible, mais oui, on vivait des expériences en permanence, puisqu'on vivait des aventures en permanence. Oui, tout à fait. Et puis qu'on n'avait pas les photos sur Instagram pour nous raconter ce qu'on allait vivre. Alors c'est vrai que Josette, Pierre, pour conclure, c'est vrai qu'on rencontre tout un tas de gens qui vous disent « Ah, moi j'aimerais bien retrouver le voyage tel qu'on le vivait avant. » Et justement, ne pas parler de tourisme, mais parler de voyage. Oui. Est-ce que malgré tout, c'était pas mieux avant alors? Non, alors. Mais tu me laisses parler. Arrête de m'opprimer, Josette. Avec lui. Bon. C'était quoi votre question non, bien La sûr, différence entre le voyage et plus... le tourisme. On est passé à un tourisme de masse, Oui, Josette. tous les anthropologues qui sont intéressés au tourisme, au sujet, ont évidemment parlé de l'opposition touristes-voyageurs. On est toujours un grand voyageur, on se croit toujours un grand voyageur et on ne se croit jamais un touriste parce que le tourisme, c'est l'autre. C'est l'autre, c'est celui qui ne sait pas faire, qui passe par un agent de voyage, qui est maladroit, qui ne parle pas la langue du pays, qui est mal. C'est lui, le touriste, c'est celui qui s'agglutine à regarder la Sagrada Familia alors qu'il y aura autre chose à regarder en Espagne. Par contre, le voyageur, c'est celui qui normalement part à l'aventure. Donc cette dualité, elle existera toujours. Moi, j'étais en Finlande il y a 2 jours, j'étais avec 2 ou 3 autres journalistes. Il y en a une qui me dit moi je suis pas touriste, mais vraiment jamais. Je dis mais qu'est-ce que tu fais là? Tu fais du tourisme? Non, c'est drôle quoi cette opposition. Qui voyage vraiment aujourd'hui? Si on doit
retenir le côté aventure qui voyage vraiment aujourd'hui, très très peu de gens. Aujourd'hui, on a un téléphone portable, on a une carte de crédit, on a des assistances qui vous rapatrient, voilà quoi. Donc même si on a du terrorisme, T'es du pas un peu longue, là. surtourisme, mais donc voilà quoi. C'est un peu une illusion. Oui. Mais bon, pourquoi pas l'illusion, Non, hein. ma conclusion, elle est simple. Moi, je ne fais pas un distinguo entre touristes et voyageurs. Oui. Chacun voyage à sa façon et chacun joue son propre imaginaire. Chacun va trouver ce qu'il a envie de trouver. Donc, il n'y a pas de recette. Il n'y a pas de recette, voilà. Donc, une simple rencontre dans un restaurant avec des locaux, ça peut être un moment extraordinaire, comme la rencontre avec une culture, une cérémonie, je ne sais pas moi, chez les Dogons, il y a une cérémonie qui a lieu tous les 60 ans. Donc, si on a la chance d'arriver précisément, bon, je veux dire, il n'y a pas de recette, quoi. Et en tout cas, c'est encore faisable aujourd'hui. Bien entendu. Mais parce que bien 80% de la planète n'est encore pas envahie par des touristes. En France, C'est ce vous qu'on avez oublie. l'essentiel du tourisme qui se concentre sur 15 à 20% du Ah oui, territoire. même pas. Ouais, Donc il y a ouais. des tas de... L'aventure est au coin de la rue. Hein. Ouais, C'était un bouquin de Bruckner Exactement. et Finkielkraut. Et voilà, quoi, il faut savoir... Moi, je suis allée aux Baléares aussi il n'y a pas longtemps. Tout le monde m'a dit, mais t'es complètement folle, c'est horrible, les Baléares, les Il y a des manifestations coins magiques et tout. encore. Il y a des coins Il extraordinaires. y a des coins et j'y magiques aux Baléares. retournerai. Mais bien sûr. Et les Canaries, Lanzarote. Oui, bien sûr, on Non, est bien c'est tout. d'accord. On est bien d'accord. Alors, si vous avez envie de voyager, le voyage c'était mieux avant. Je le montre à la caméra, c'est important. Achetez-le, lisez-le. Vous apprendrez plein de choses. Vous voyagerez pendant quelques centaines de pages. C'était un plaisir en tout cas de vous avoir tous les deux, Josette et Ben, Pierre. merci Un grand Xavier. plaisir. infiniment. Et puis à très bientôt et bon voyage alors. D'accord. Merci infiniment. À bientôt. Et merci à vous.